Bonjour à toutes et à tous, surprise du jour. On m'avait quasiment lancé un défi, est-ce que j'oserais incruster ma tête dans une des vidéos? Eh bien écoutez, défi relevé, vous inquiétez pas, ça sera la seule, je ne voudrais pas vous donner des cauchemars trop longtemps. En fait, aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre qui s'intitule La France de 1945 à nos jours. Dans ce chapitre, j'ai en fait pris plusieurs éléments de différentes leçons pour en faire un seul chapitre, parce que c'est un élément qui est important dans votre programme de terminale. Alors vous voyez l'image d'illustration que j'ai choisie pour ce chapitre. Il s'agit bien évidemment de la statue de la République, ce qui signifie que l'essentiel de notre problématique tournera autour de quelle est l'évolution de la République française de 1945 à nos jours. On commence donc par Grand 1, la 4e République, 1946-1958. Grand A, la naissance de la 4e République, et c'est ce que nous allons voir essentiellement aujourd'hui dans cette vidéo. D'abord, petit 1, la mise en place de la 4e République. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette mise en place n'a pas été facile. Premier paragraphe donc, une naissance difficile. Alors, petit rappel. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France est dirigée par un gouvernement provisoire, on le sait, le GPRF, qui a été mis en place en juin 1944 et qui est dirigé par le général de Gaulle. Et je vous rappelle que ce gouvernement rassemble des personnes issues des mouvements de résistance, en fait des hommes politiques qui appartiennent à des partis qui ont refusé la collaboration, comme par exemple le Parti communiste français ou encore la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste. Il faut bien avouer qu'à cette époque, une grosse partie de la droite politique est compromise par la collaboration, ne serait-ce que par son vote important au soutien au maréchal Pétain en 1940. Du coup, l'après-guerre est plutôt marquée politiquement par un virage à gauche dans la vie politique. On l'a vu notamment par le programme du GPRF qui avait été initié par le Conseil national de la résistance. La question des nationalisations, la question de la sécurité sociale, donc tout ce qui tourne autour de l'État-providence fait partie de ce virage à gauche, et je me permets de rajouter également le droit de vote accordé aux femmes. Enfin. La droite, elle, de son côté, est plutôt discréditée et du coup, elle est en train de se reconstituer avec un nouveau parti politique qui s'appelle le MRP, le Mouvement républicain populaire, qui n'est pas vraiment un parti de droite, mais plutôt un parti de centre droit et qui est constitué d'anciens résistants. Il s'agit donc de repartir politiquement la France. Du coup, on essaie de se demander, est-ce qu'on revient aux institutions d'avant le régime de Vichy, c'est-à-dire la Troisième République, ou alors est-ce qu'on va vers une nouvelle République? Du coup, en 1945, le gouvernement provisoire organise un référendum pour demander est-ce qu'on crée de nouvelles institutions ou est-ce qu'on revient aux anciennes. Et ce référendum approuve à une très très large majorité la décision de donner une nouvelle constitution à la France. Elle rejette donc la Troisième République qui a finalement laissé de mauvais souvenirs avant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, on met en place des élections législatives pour élire une assemblée constituante. Une assemblée constituante, comme son nom l'indique, son travail est d'écrire une constitution. Voici le résultat de cette première assemblée constituante qui a donc été élue en octobre 1945. On voit qu'aucun parti à lui tout seul n'a la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié des voix plus une. En revanche, s'il y a des alliances de partis, il peut y avoir une majorité absolue. C'est effectivement ce qui se fait entre le Parti communiste français, la SFIO et le MRP, et cette alliance politique, ici, s'appelle donc le tripartisme. On constate que la gauche à elle seule, c'est-à-dire le PC et la SFIO, ont la majorité absolue. Vous voyez, le trait rouge est très légèrement décalé par rapport aux 50%. Cependant, ils font l'alliance avec le MRP. Donc leur travail est d'écrire une constitution, ils écrivent une constitution. Et on redemande aux Français leur avis sur cette constitution, est-ce qu'ils l'acceptent ou est-ce qu'ils la rejettent? Le suspense ne dure pas très longtemps, le référendum rejette la nouvelle constitution. Du coup, on dissout l'Assemblée constituante, on élit une nouvelle Assemblée constituante. C'est pourquoi vous avez un deuxième demi-camembert, un deuxième schéma sur l'Assemblée constituante du 2 juin 1946. On remarque qu'il y a à nouveau la victoire du tripartisme
à condition que l'alliance continue toujours, vous remarquez quand même un recul de la gauche dans son ensemble, étant donné que le trait est plutôt à gauche des 50% et que la gauche à elle seule n'a plus la majorité absolue. Donc cette assemblée constituante écrit une nouvelle constitution. Globalement, c'est une situation qui ne plaît absolument pas au général de Gaulle, qui n'accepte pas trop ces alliances de partis et qui surtout a un véritable problème avec l'idée de la façon dont est écrite la Constitution qui ne lui convient absolument pas. Du coup, en janvier 1946, De Gaulle démissionne du gouvernement provisoire de la République française. Chose importante, il ne reviendra au pouvoir qu'en 1958. Il y a beaucoup de gens qui pensent que depuis la guerre jusqu'à la fin des années 60, De Gaulle est en permanence au pouvoir. C'est archi faux. Il quitte le pouvoir en 1946. Son objectif, en fait, est de faire campagne pour le non à la Constitution. Peut-être a-t-il également un secret espoir d'être appelé, c'est le sauveur de la France, et que donc la France se soulève pour venir le récupérer, ce qui n'arrive pas, du moins à ce moment-là. Donc cette nouvelle constitution, la deuxième, est soumise à nouveau par référendum aux Français qui finissent par l'approuver. 53% de oui au référendum pour la constitution. J'ai fait une faute de frappe, bien évidemment, c'est pas octobre 45 qu'il faut lire, c'est octobre 46, excusez-moi, mais je ne refais pas l'enregistrement. Donc 53% de oui au référendum pour la constitution. C'est une victoire, c'est pas une victoire écrasante. Il y a eu en fait 9 millions de oui, 8 millions de non, mais également 8 millions d'abstentionnistes. On ne peut pas dire que ce soit un véritable raz-de-marée. Cette naissance est véritablement difficile. Alors, deuxième paragraphe, ces fameuses institutions de la 4e République, qu'est-ce qu'elles donnent ? Donc vous avez ici un schéma, vous avez l'habitude maintenant de voir ce genre d'organigramme qui vous montre l'organisation des institutions, c'est-à-dire l'organisation des pouvoirs de la République. Alors, des questions très traditionnelles. D'abord, qui détient le pouvoir législatif ? Bon, c'est assez simple, hein. En plus vous avez les couleurs. Le pouvoir législatif est détenu par l'Assemblée nationale, constituée de 618 députés qui sont élus directement pour 5 ans, et également d'un Conseil de la République qui sont élus au suffrage indirect, mais qui ne font que donner leur avis. Vous voyez la petite flèche qui relie effectivement les deux. C'est-à-dire que le véritable pouvoir décisionnaire est à l'Assemblée nationale. Forcément, question suivante, qui détient le pouvoir exécutif ? Alors là aussi, on n'a pas beaucoup de suspense. C'est le président de la République qui est élu pour 7 ans. Vous voyez qu'il n'est pas élu directement par les citoyens, mais qu'il est élu lui aussi au suffrage universel indirect. Suffrage universel indirect, ça veut dire qu'on élit d'abord des personnes et que ce sont ces personnes que l'on a élues qui élisent à nouveau, ici donc le président de la République. Son travail est de nommer un gouvernement, c'est-à-dire un président du Conseil, on ne disait toujours pas Premier ministre à l'époque, avec des ministres et des secrétaires d'État, sachant qu'en fait le président du Conseil a beaucoup plus de pouvoir que le président de la République à cette époque. La question qu'il faut toujours se poser est la suivante, est-ce qu'il y a un équilibre dans la répartition de pouvoir entre le législatif et l'exécutif ? Alors, en apparence, oui. Le législatif fait les lois, l'exécutif exécute et propose les lois, ça paraît logique. Pour autant, il y a quand même un déséquilibre. Vous voyez, l'Assemblée nationale investit le gouvernement et peut le renverser très facilement. Il suffit en fait de faire un vote de défiance ou tout simplement de ne pas l'investir, c'est-à-dire quand le président de la République va nommer le gouvernement, il demande en fait l'avis à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle est d'accord avec cette nomination du gouvernement ? On a donc un pouvoir de l'Assemblée nationale, donc du législatif, sur l'exécutif qui est relativement important. On appelle donc ce type de constitution, de régime si vous voulez, un régime parlementaire. Ça veut dire que le plus gros du pouvoir est donné au Parlement. Et du coup, les députés qui constituent cette assemblée nationale ont un pouvoir très important et donc les partis politiques ont un pouvoir très important. En fait, c'est tout ça qu'avait énormément critiqué De Gaulle, ce pourquoi donc il avait quitté le gouvernement et ce pourquoi il avait milité pour le non au référendum.
Il a fait un discours qui est resté célèbre. On est à l'été 1946, c'est ce qu'on appelle le discours de Bayeux, où il explique en fait pourquoi il ne veut pas de ce type de constitution. Il dit que là, on a bien une séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, c'est normal en démocratie, mais qu'il y a un problème d'équilibre des pouvoirs, qu'il faudrait véritablement que l'exécutif est un pouvoir plus gros. Il a une phrase qui dit « Du Parlement, il va de soi que le pouvoir exécutif ne saurait procéder ». Cela signifie qu'il ne veut pas en fait que l'Assemblée nationale investisse le gouvernement. Il critique beaucoup l'Assemblée nationale en disant qu'en fait, qui va gouverner, puisque c'est elle qui a le véritable pouvoir, mais c'est un assemblage de délégations, c'est-à-dire un assemblage de partis, ce à quoi il s'oppose énormément. De Gaulle est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup globalement les partis politiques. Donc sa naissance a été difficile et du coup les historiens derrière lui ont donné un surnom à cette 4e République. Ils l'ont appelée la mal-aimée, car la suite n'est pas simple non plus. Première idée, d'abord, la cohésion nationale ne tient que quelques mois. Alors quand je parle de cohésion nationale, je veux parler justement du gouvernement provisoire de la République française, où on fait une sorte d'union après la guerre. On voit que cette union ne tient pas. D'abord parce que De Gaulle démissionne en 1946, ça on l'avait compris, mais même dès 1947, le tripartisme dont on avait parlé commence à avoir d'énormes difficultés. Effectivement, la France est touchée par la crise internationale, c'est-à-dire notamment par le début de la guerre froide. Or, pour le Parti communiste français, ça va être un véritable déchirement. Est-ce que je peux rester dans un gouvernement qui, lui, rentre dans le bloc de l'Ouest? Je vous rappelle que Jdanov avait appelé à la formation du Cominform. Le Parti communiste français entre dans le Cominform. Et en plus, parallèlement, vous savez qu'il y a la guerre d'Indochine et le Parti communiste est opposé à l'intervention française en Indochine. Il est plutôt favorable à la décolonisation. Donc, quand on dit qu'il y avait tripartisme, ça veut dire que, globalement, les trois partis dont on avait parlé étaient alliés entre eux. Ça veut dire qu'ils votaient les lois que proposait le gouvernement, mais ça veut dire également qu'au gouvernement, il y avait des ministres qui représentaient finalement ces trois partis. Ces ministres sont chassés du gouvernement en 1947, les ministres communistes, et donc c'est bien la fin du tripartisme. Alors, concrètement, ça se passe comment ? Encore un petit camembert. Alors, vous voyez une nouvelle Assemblée nationale qui a été élue le 10 novembre 46, c'est effectivement ce que vous voyez sur le côté. Alors, d'où elle sort celle-ci? C'est l'Assemblée législative en tant que telle. Une fois que l'Assemblée constituante a fait une constitution et que ça a été approuvé par les Français, forcément, on va élire une assemblée législative dont le travail, en fait, va être tout simplement de faire les lois. Donc, vous voyez que le tripartisme fonctionne toujours. Alors, bien sûr, il y a un petit nouveau là, c'est-à-dire encore dans le centre droit, les radicaux, mais globalement, il y a une alliance qui ne va durer que quelques mois. Étant donné que le Parti communiste français ne va plus soutenir le gouvernement, les ministres quittent le gouvernement, il ne va plus voter les lois du gouvernement, c'est-à-dire que globalement, il va voter systématiquement contre. Le tripartisme, tel qu'on l'a montré, n'existe plus. Effectivement, cette 4e République va avoir droit à des mouvements contestataires, 2 mouvements contestataires. D'abord, donc, le Parti communiste qui, à partir de 1947, passe dans l'opposition. Or, à cette époque, il représente une force politique véritablement importante. Il représente un quart de l'électorat. Je vous rappelle qu'il y a eu une aura très importante sur le Parti communiste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste ayant été un élément très important dans la résistance. Et donc, non seulement il ne va plus voter les lois proposées par le gouvernement, mais de façon globale, il va entretenir l'opposition au gouvernement par des grèves, surtout via un syndicat qu'il soutient énormément, la CGT. On assiste effectivement dans les années 47-48 à des grèves très importantes, notamment à l'usine Renault, puis également dans tout le pays. C'est un exemple, une photo que vous pouvez voir sur le côté, avec des manifestations qui sont très importantes. Je vous rappelle que le PC est dans le Cominform, je vous rappelle qu'on est en plein début de la guerre froide et que ce caractère insurrectionnel, c'est-à-dire de type de révolte, inquiète. Et ça divise même les syndicats, tant et si bien que la CGT va se couper en deux, avec une partie des CGTistes qui vont créer un nouveau parti, FO,
Force ouvrière, qui fait donc sécession et qui sera plutôt sous l'influence de la SFIO, tandis que ceux qui restent, la CGT, restent sous l'influence du Parti communiste. Et deuxième contestataire, en plus du Parti communiste, on l'a compris, c'est le général de Gaulle, parce qu'il ne veut pas de cette constitution et de cette 4e République. Alors lui qui n'aime pas les partis, il a suffisamment dit, il fonde cependant en avril 1947 un parti qui s'appelle le Rassemblement du peuple français, le RPF, donc parti de DG c'est De Gaulle, et qui lui s'oppose non seulement à la 4e République, mais également au Parti communiste. En fait, la grosse force de la 4e République, c'est que ces deux mouvements contestataires sont à l'opposé, si vous voulez, dans l'échelle politique et qu'ils ne peuvent absolument pas s'allier. Pourtant, De Gaulle a une aura bien évidemment très très importante. Il y a des élections municipales en 1948, c'est là où il va présenter ses premiers candidats et il obtient un score pour un premier parti qui est très important avec 38% des voix. Voici donc une image d'une affiche de ce nouveau parti, le Rassemblement du peuple français. Alors du coup, pour lutter contre ces mouvements contestataires est créé, dernier paragraphe, la troisième force. Face à ces deux opposants, les partis politiques restants, finalement, vont s'unir. C'est la SFIO, le MRP et du coup le centre droit. C'est-à-dire que finalement, de quelque chose qui était relativement à gauche, ça va basculer de plus en plus, pas tout à fait vers la droite, mais vers le centre droit. Alors, comment ça marche ? Vous voyez qu'en fait, on garde exactement la même assemblée. Il n'y a pas de démission. Et tout simplement, comme le Parti communiste a disparu, on a montré tout à l'heure, finalement, j'ai une alliance qui se fait entre la SFIO, les radicaux et le centre droit qui se droitise de plus en plus. Alors c'est vrai que c'est une coalition de plus en plus hétéroclite qui possède de nombreux sujets de discorde, ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord sur grand-chose entre eux. La SFIO voudrait plutôt un État-providence, pas trop la droite. La SFIO serait plutôt pour la décolonisation, pas trop la droite. L'école privée, le développement de l'école privée, pose tout un tas de problèmes entre la gauche et la droite. Du coup, cette 4e République donne l'impression d'avoir quelque chose de très instable. 6 gouvernements en 40 mois en tout sur la 4e République, il y aura 22 gouvernements. Alors, très concrètement, ça veut dire que l'Assemblée nationale va très souvent renverser le gouvernement et que le président de la République sera obligé d'en nommer un nouveau. Finalement, le seul véritable accord qu'il y a entre ces trois partis de l'Alliance, la troisième force, c'est trouver un moyen de lutter contre le Parti communiste et le parti de Gaulle. Et du coup, pour les futures élections, les élections de 1951, ils trouvent entre eux une possibilité. Ils font une loi qu'on appelle la loi des apparentements, qui est une loi un petit peu compliquée, en gros qui donne la possibilité, la prime, si vous voulez, à des candidats qui sont membres d'une alliance de différents partis. Les candidats qui sont membres d'un parti qui n'appartient à aucune alliance sont largement défavorisés dans le décompte. Alors forcément, c'est une loi pour empêcher véritablement le Parti communiste et De Gaulle d'accéder au pouvoir. Alors, quand on regarde effectivement les résultats de 1951, on voit que cette alliance fonctionne pas mal, même si effectivement le RPF avait un score relativement important, 121 députés, c'est vraiment le premier parti de France, c'est lui qui a globalement le plus de députés, et pourtant c'est pas lui qui gouverne. Du coup, De Gaulle se retire de la vie politique et commence ce qu'il va appeler lui-même sa longue traversée du désert. À la suite pour la prochaine. Allez, sans ma tête, promis.